Eh bien, encore une région que je voudrais vous présenter, c'est Champagne-Ardenne, ou plutôt la Champagne-Ardenne. La région est bordée à l'ouest par des plateaux de l'ère tertiaire, d'Ardenois et de Brie, formant une cuesta incurvée de la Seine au sud. Alvoise au nord est constituée d'une couche dure calcaire surplombant une couche tendre argile-marne. À l'extérieur, à l'extrémité de cette cuesta, le calcaire domine les plaines marneuses sur lesquelles est concentré l'essentiel des vignobles de Champagne. La Champagne crayeuse forme un arc de cercle depuis Thiérache au nord jusqu'au pays d'Hôte au sud. Limitée à l'est par la côte de Champagne, cette région est constituée de craie datant de l'époque de Crétacé, ère secondaire. Au nord de l'Aisne s'étendent le Porcien puis une partie du bocage de Thiérache, dont les sols bénéficient de l'accumulation de l'euse. En dépit des précipitations abondantes pendant la plaine de cette partie de la Champagne reste sèche sur le sous-sol crayeux et perméable, également dépourvu de limon. Elle est à l'origine de l'expression Champagne pouilleuse, utilisée pour la première fois au XVIIIe siècle. Quatre grandes vallées alluviales la traversent d'est en ouest: l'Aisne, la Marne, l'Aube et la Seine. Au sud-ouest, enfin, les argiles à silex du pays d'Hôte recouvrent la craie, culminant à 291 mètres d'altitude. Ces terres sont le domaine de la forêt d'Hôte. Le climat océanique dégradé des vallées champenoises est dans l'ensemble doux: 2 degrés pendant le mois de janvier, 18 degrés au mois de juillet, température moyenne annuelle de 10 degrés. Les précipitations sont modérées, entre 550 et 700 mm par an. Normalement, les Ardennes et les plateaux de la Haute-Marne sont plus humides, de 1000 à 1200 mm par an, et les hivers y sont assez rigoureux, température moyenne de 1 degré au-dessus de zéro en janvier. Plus à l'est de la région, la Champagne crayeuse fait place à la Champagne humide, limitée au nord par le massif argilo-siliceux de l'Aragon 300 mètres et au sud-est par le plateau de l'Angre. C'est la plaine dégagée par l'érosion dont les terrains sableux, argileux et morneux ont été victimes. Dans la partie est de cette région s'élèvent les hautes terrasses de calcaire jurassique des côtes des Barres. Le plateau barrois, culminant à 405 mètres au mont Gilmont, l'eau est omniprésent au pays des étangs au sud de l'Argonne. Lac du Der Chantecoq, lac du Temple, lac d'Orient. Et les vallées fluviales larges, vallées alluviales de l'Ornaine, de la Marne, de l'Aube et de la Seine. Les réservoirs de la forêt d'Orient et du Der Chantecoq sont par ailleurs utilisés comme régulateurs des débits fluviaux de la Seine. Au nord, l'Argonne, façonnée comme une cuesta par l'érosion, culmine à 360 mètres, et ces terres sont recouvertes de hêtres et de chênes. Enfin, la vallée de l'Aisne est située entre l'Argonne et la Champagne crayeuse. Au sud-est de la Champagne humide, au-delà des côtes des Barres et de Meuse et de Bassigny, le plateau de l'Angre, situé au sud-est de la haute vallée de la Marne, et au nord-est du rebord oriental des plateaux bourguignons. La Côte d'Or constitue une masse calcaire culminant à 516 au haut du sec. Les plateaux et les collines calcaires culminants sont parsemés de nombreuses grottes et dolines, typiques d'un relief karstique. Le sous-sol est argileux et le sol couvert de bois, de landes et de vastes massifs forestiers, forêts de bérives, d'arcs en bois.
Le plateau de Langres correspond également à la ligne de partage des eaux entre les tributaires de la Manche et ceux de la Méditerranée. La Seine, l'Aube, la Marne et la Meuse y prennent par ailleurs leurs sources. Le nord de la Champagne-Ardenne, dont la bordure méridionale, la dépression pré-ardennaise, forme un couloir de circulation emprunté partiellement par Meuse et son affluent, la Chière, est constituée d'un massif ancien profondément entaillé par la Meuse. L'Ardenne est un plissement hercynien de l'ère primaire, fait de schiste au degré qui atteint 502 mètres à la croix de Skye sur la frontière franco-belge. La Champagne, qui après la conquête romaine s'est trouvée partagée entre la Gaule belgique et la Gaule celtique, n'a commencé à trouver une unité qu'à partir du Xe siècle. À cette époque, en effet, les comtes de la famille de Vermandois ont rassemblé les territoires épars. Leur héritage a passé à Eudes, comte de Blois, dont les descendants devaient faire de la Champagne un pays prospère et l'une des plus puissantes principautés féodales de la chrétienté grâce à des foires où l'on venait de toute l'Europe au XIIe et XIIIe siècle. En 1234, Thibaut IV de Champagne est devenu roi de Navarre et en 2184, le mariage de Jean comtesse de Troyes et de Meaux et reine de Navarre avec le futur Philippe IV le Bel a préparé le rattachement de la Champagne à la couronne de France. L'union pourtant n'est devenue officielle qu'en 1361. À cette date, la prospérité de la Provence avait beaucoup décliné à cause de la déviation par mer du courant commercial Italie-Flandre. Elle n'a retrouvé une certaine vitalité qu'au XVIIe siècle avec la production de vin franc. La Champagne, souvent liée aux nombreuses querelles intestines, conflits entre Richelieu et les Habsbourg d'Espagne en 1635, n'a été pacifiée qu'en 1652. Le sacre de Louis XIV a été d'ailleurs célébré en la cathédrale de Reims. Les campagnes de la Révolution de l'Empire ont marqué fortement la région qui est restée toujours au centre de conflits jusqu'au XXe siècle. Dès le début de la Première Guerre mondiale, une partie du front s'est fixée en Champagne, qui est sortie exsangue du conflit. Lors de la Seconde Guerre mondiale, la Champagne a été occupée pendant 4 ans, puis en partie détruite par les bombardements alliés. La région Champagne-Ardenne comprend 4 départements: les Ardennes, l'Aube, la Haute-Marne et la Marne. Le chef-lieu de région est Châlons en Champagne. La Champagne-Ardenne dépend de la Cour d'appel et de l'Académie de Reims, appartient à la région militaire de Metz et fait partie de la province ecclésiastique de Reims. Le chef-lieu des Ardennes est Charleville-Mézières, tandis que les chefs-lieux d'arrondissement sont Rethel, Sedan et Vouziers. Troyes est le chef-lieu de l'Aube, dont les chefs-lieux d'arrondissement sont Bar-sur-Aube et Nogent-sur-Seine. Le chef-lieu de la Haute-Marne est Chaumont, les chefs-lieux d'arrondissement étant Langres et Saint-Dizier. Enfin, Châlons en Champagne est le chef-lieu de la Marne et les chefs-lieux d'arrondissement sont Épernay, Reims, également plus importante agglomération du département, Sainte-Menehould et Vitre-le-François. Excepté la Marne, la population régionale est en constante diminution depuis 1982. Cela est dû à l'exode rural, avec seulement
Et je crois que le pourcentage n'est pas vraiment très important. La baisse du pouvoir d'attraction, non, les dernières années 1980-1999 ont en effet vu son déficit migratoire s'accentuer et les grandes agglomérations cesser de croître au bénéfice des zones rurales aux périurbaines environnantes. La baisse de pouvoir d'attraction qui exprime ce développement est particulièrement sensible dans les Ardennes et en Haute-Marne. Le développement urbain se révèle aussi très modéré. Reims est la ville principale de la région avec près de 180 000 habitants. La ville conserve sa cathédrale, chef-d'œuvre d'architecture et de sculpture gothique XIIIe siècle. L'abbatiale Saint-Rémy, XIe, XIIIe siècle, avec un musée d'archéologie antique et médiévale, un arc romain, porte de Mars, palais de Thau, le musée de Beaux-Arts. Reims a été le siège d'un évêque des 290. Clovis y a été baptisé et la plupart des rois de France ont été sacrés. De nombreuses activités industrielles découlent des activités viticoles et agricoles. Le secteur secondaire représente en Champagne-Ardenne 27% de l'emploi régional, moyenne nationale 22%, presque 23%, et 33% du PIB régional. La région a été particulièrement touchée par la crise des industries traditionnelles, notamment la métallurgie et le textile. La fonderie et le travail des métaux constituent les plus importantes activités industrielles des Ardennes. Les forges, l'estampage et la boulonnerie ont pu s'y maintenir malgré une profonde crise structurelle. L'essentiel des industries est concentré dans la vallée de la Meuse. Tuberie de cuivre, fonderie de bronze, AGV, fonderie, appareils sanitaires, électroménagers à Revin, métallurgie et automobile à Charleville-Mézières, fonderie Citroën, métallurgie, fonderie à Sedan. La vallée de l'Aisne accueille également quelques sites industriels. Attigny, Rethel, matériel d'élevage, électroménager, encore Bousiers. Cependant, l'influence de Reims limite son expansion. Le passé sidérurgique de la Haute-Marne est présent dans ses activités métallurgiques de transformation, coutellerie, métallurgie de précision dans le Bassigny, construction mécanique et armement à Franklin et la tréfilerie à Saint-Dizier. La Champagne-Ardenne produit encore 25% de la fonderie nationale. De nombreuses entreprises nationales et étrangères ainsi que de petites et moyennes entreprises travaillent en sous-traitance par les entreprises multinationales comme Ariane Espace, Airbus, Val, Dassault, etc. Se sont installées dans les communes champenoises. Citroën, décentralisé à Villiers-sur-Meuse, General Motors, Ford, Electrolux, etc. Le secteur textile est dominé par l'industrie de la bonneterie, traditionnellement implantée dans le département de l'Aube, notamment à Troyes et Romilly-sur-Seine, qui produit 35% de chaussettes, 58% de la layette française. Pour affronter une compétition nationale et internationale toujours plus forte, 250 entreprises représentent les différentes activités de la profession, de la production des matières premières à la commercialisation, dont plusieurs marques internationales, Benetton, Dior, Lacoste, Tibato, se sont regroupées au sein de UNIT, Union interprofessionnelle textile de Champagne. En marge des activités traditionnelles de la métallurgie et du textile, d'autres industries se maintiennent. La métallurgie de transformation à Châlons-en-Champagne, horlogerie, les constructions ferroviaires à Épernay, les instruments de précision à Saint-Ménéhould, les constructions mécaniques à Vitry-le-François. La région doit cependant effectuer de nombreuses
reconversion et développer de nouvelles industries pour enrayer son déclin démographique, puisqu'un actif sur 4 quitte en effet la Champagne-Ardenne. En aval des activités agricoles et viticoles, l'emballage, conditionnement, bouchons, verrerie et Saint-Ménéhould, papier carton à Reims se présente notamment comme l'une de ces nouvelles filières, de même que le plasturgie, secteur en forte progression en matière plastique. À Charleville-Mézières, à Donchéry, à General Motors, à JV, à Langres, à Saint-Ménéhould, à Troyes, à la construction mécanique, à Saint-Dizier, machines agricoles, casse Poquelin, ou Chalon en Champagne, aussi porté par le dynamisme de l'agriculture. Les industries agroalimentaires se développent également grâce aux ressources des sites suivants: produits laitiers, Chaours au sud de Troyes, Carré de l'est d'Arigny, Cendré d'Argonne, Marouille de Thiérache, Mico à Saint-Dizier, industrie du bois à Bernay, et au Chaumont, industrie du cuir à Chaumont, sucrerie à Conantre, Arcis-sur-Aube, Moulin de Nogent-sur-Seine, produits agricoles pour l'industrie, etc. Enfin, de nouvelles techniques émergent à l'instar des câbles électriques et des fibres optiques, et certaines activités sont privilégiées. La région produit ainsi 45% du pavot français destiné à l'industrie pharmaceutique. L'agriculture. L'agriculture en Champagne-Ardenne représente 10% de l'emploi régional. Parmi les principales cultures figurent le blé, l'orge et la betterave à sucre. L'élevage laitier domine dans la partie boisée du Perthrois, dans les collines et les plaines des crêtes pré-ardennaises. De même, l'agriculture est-elle principalement orientée vers l'élevage laitier, fromage notamment, et la viande bovine en Champagne humide et à partir de la côte des Bars. La Champagne pouilleuse est devenue une importante région agricole dont le dynamisme repose sur l'utilisation d'engrais et sur une intense mécanisation. Après plusieurs décennies de modernisation, elle dispose ainsi de plus de 35 000 exploitations d'une surface agricole utilisée, atteignant 44 hectares, moyenne nationale de 28 hectares. Les hauts rendements assurent par ailleurs aux agriculteurs des revenus produits par exploitation, très élevés comparés à la moyenne nationale. Sur les 5 produits champenois les plus exportés, 4 sont les produits liés à l'agriculture: le champagne et les mousseux, le sucre, le blé tendre. L'agriculture représente plus de 80% de la valeur de la production agricole totale en Champagne-Ardenne. La Brie champenoise et une partie de la Champagne crayeuse forment en effet une zone significative de culture céréalière. Avoine, blé, escourgeon, maïs, orge, la luzerne et les plants sartlais étant également exploités. Sur la côte des Bars, le vignoble sous-bois d'appellation Champagne se mêle à l'élevage aux polycultures. Toutefois, les vignobles les plus réputés de Champagne s'élèvent sur la côte de l'Île-de-France, entre Reims et Épernay. Si on parle de la culture de la région, c'est beaucoup plus intéressant parce que cette région est connue par un grand nombre des hommes célèbres, la vie desquels est liée avec cette région. Fondateur de la Sorbonne, théologien de Sorbonne, encyclopédiste Diderot, créateur du champagne, simple moine Dom Pérignon, homme politique de la Révolution française Danton, poète Rimbaud et d'autres. Malgré une importance encore relativement faible d'un point de vue économique, le tourisme contribue à promouvoir l'image de la région, s'appuyant sur 2 atouts spécifiques, la cathédrale de Reims et le vignoble de Champagne. Le développement de la Marne, par exemple, doit beaucoup à l'Île-de-France, mais également à la tradition et à la qualité du vignoble local. La région possède par ailleurs
deux parcs naturels régionaux, le parc naturel régional de la montagne de Reims et le parc naturel régional de la forêt d'Oriane à l'est de Troyes. Les activités nautiques sont particulièrement privilégiées en Champagne humide, avec 650 km de voies navigables et de nombreux lacs dont celui de Der Chantecoq, le plus grand plan d'eau artificielle d'Europe. Le plateau Treillot accueille pour sa part de nombreuses résidences secondaires parisiennes. Néanmoins, malgré le développement touristique du plateau ordonné et de ses forêts, les Ardennes connaissent une émigration notable liée à la restructuration et la délocalisation de nombreuses industries locales. Pour la Haute-Marne notamment, la forte émigration dans l'arrondissement de l'Ancre ne semble pas diminuer. Ces faiblesses révèlent de profondes disparités dans l'espace de cette région qui, située entre le bassin parisien et la Belgique, n'est pas encore parvenue à affirmer son rôle et sa position de carrefour européen dynamique. Et bien sûr, il faut dire quelques mots de la cuisine de la région. Le champagne, bien sûr, est reconnu et célèbre partout dans le monde. Certaines communes du territoire du parc bénéficient de l'appellation Champagne. Ainsi, les communes de Beausancourt, d'Olencourt et Argançon, situées dans le sud-est du parc naturel régional de la forêt d'Oriane, contribuent à la production de cette boisson renommée. Et en effet, plus du quart de la production de champagne français vient du raisin au bois. Une visite dans la région est donc l'occasion de découvrir un patrimoine onologique et architectural de villages viticoles et de gros bourgs au passé prestigieux. Le vignoble aubois se situe dans la partie méridionale du département et s'est développé sous l'égide de Saint-Bernard de Clairvaux. Le champagne est considéré comme le vin de fête par excellence depuis le XVIIIe siècle. Le champagne doit beaucoup à Dom Pérignon, simple moine de l'abbaye d'Auvilliers, qui met au point et développe la méthode champenoise, fermentation, frisot de mousse, en bouteille bouchage, au liège entouré d'un muesli. On doit à Dom Pérignon d'avoir réussi à dompter la fougue naturelle de champagne. Merci. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la région la Lorraine. Lorraine occupe une position géographique privilégiée en Europe. Seule région française à partager ses frontières avec trois pays européens, Belgique, Luxembourg et Allemagne. La Lorraine est une porte d'entrée exceptionnelle sur l'Union européenne. La Lorraine se trouve au cœur d'une gigantesque concentration urbaine et économique, axe majeur de développement à l'échelle du monde. La grande dorsale européenne concentre entre Londres et Milan les plus forts potentiels industriels, technologiques et scientifiques d'Europe. Dans un rayon de 500 km, elle est au centre d'un marché de 125 millions de consommateurs. La Lorraine apparaît comme une vaste campagne d'une centaine de kilomètres de large, insérée entre les forêts de l'Aragonne et le massif vosgien. La Lorraine correspond à l'extrémité du bassin parisien qui est composé de couches sédimentaires concentriques, relevées aux extrémités. À l'époque secondaire, des couches sédimentaires dures et souples se sont déposées successivement. Au Quaternaire, ère glaciaire, les changements climatiques associés aux mouvements tectoniques ont engendré la formation des côtes, fronts de côtes raides et plateaux doucement inclinés en sens inverse. On peut donc décomposer la région Lorraine en trois grands ensembles. Le pays des côtes est situé à l'extrémité du bassin parisien et orienté vers l'ouest. Ses affleurements parsemés d'arbres et ses légères dépressions correspondant à l'endroit où coulent la Moselle et la Meuse
ont été formés par des couches sédimentaires successivement dures, calcaire et grès, et souples, argile et marne. Les côtes du Barrois et de Meuse sont principalement constituées de marne et les côtés de Moselle, de grès. Le plateau lorrain, plateau calcaire, est orienté vers l'est argileux, vallonné et boisé. Il s'étend de la côte de Moselle pour se relever graduellement sur le versant occidental des Vosges. Le massif vosgien au socle cristallin a l'enveloppe gréseuse et une chaîne hercynienne de montagnes fortement érodées, où se sont formés des sommets arrondis appelés ballons. La Lorraine est une région forestière de première importance. La forêt couvre 36% de son sol contre 21% pour l'ensemble de la France, offrant ainsi à la Lorraine un paysage verdoyant et plein de charme. Malgré l'éloignement de l'océan, le peu de relief du bassin parisien favorise l'arrivée des précipitations poussées par les vents d'ouest. Par contre, quand les vents ne sont pas suffisamment puissants, c'est le climat continental qui domine. Il se caractérise par des nuits froides et des journées très ensoleillées. Les saisons sont contrastées et bien marquées, mais dans une même saison, du fait de la double influence océanique et continentale, peuvent se succéder du jour au lendemain des périodes de fortes précipitations et des périodes de canicule ou de froid sec. Comme les 40 autres parcs de France, le parc naturel régional de Lorraine est un territoire reconnu et labellisé par le ministère de l'Environnement pour ses richesses naturelles et culturelles. Créé et institué en 1974, il regroupe environ 200 communes de Meurthe et Moselle, de Meuse, de Moselle, en association avec les 3 départements, la région Lorraine, la ville de Metz, la communauté urbaine du Grand Nancy et les grandes organisations socio-professionnelles régionales. Son territoire couvre une superficie de 206 hectares, soit près de 10% de la région Lorraine, et compte environ 60 000 habitants. Le parc naturel régional de Lorraine est un des rares de France à s'étendre sur 2 zones distinctes. De part et d'autre du sillon mosellan, il s'insère naturellement dans une Lorraine contrastée. La Lorraine des villes et des industries, Lorraine des campagnes, des champs, des prairies et des forêts. Grâce à son climat qui peut être défini comme un climat océanique à influence continentale, la Lorraine est une région verdoyante. Climat océanique car à l'échelon du continent européen, Pont-à-Mousson, siège de maison du parc, n'est situé qu'à 350 km de la mer du Nord. Les vents dominants qui viennent de l'ouest et du sud-ouest apportent des masses d'air douces et humides. Du point de vue géologique, la Lorraine correspond à la bordure orientale du bassin parisien. Depuis l'ère secondaire, il y a 200 millions d'années, des couches de sédiments se sont accumulées au fond des mers, telle une pile d'assiettes, et ceci sur plus de 100 mètres d'épaisseur. Au cours de tertiaire et quaternaire, mouvements tectoniques et systèmes d'érosion se sont combinés pour créer, dans ces couches essentiellement calcaires, argileuses ou maneuses, un relief typique de Cuesta. Ce relief est caractérisé par une succession de plateaux, revers de côtes et de plaines ou de vallées, séparés des talus bien visibles dans le paysage. Le parc naturel régional de Lorraine est formé de paysages caractéristiques de la Lorraine, de plaines, les côtes, les grands étangs, qui sont des zones humides internationalement réputées par la richesse de l'avifaune qu'elles hébergent. Les massifs forestiers et les petits milieux originaux, comme les vallons froids, les mares salées et les pelouses calcaires. On peut maintenant parler un peu d'histoire. Si on compare les territoires des anciens peuples celtes aux actuelles frontières de la Lorraine,
on constate que 3000 ans d'histoire n'auront pas suffi à éroder l'identité lorraine. Au regard des différentes implantations humaines et de l'ensemble des voies de communication, ces mêmes 3000 ans d'histoire n'auront fait que renforcer les rôles économiques, politiques et culturels de cette région. Ainsi, très tôt, de par sa géographie particulière et par la richesse de son histoire, s'est exprimée la vocation européenne de la Lorraine. C'est au cœur de la communauté européenne que cette vocation prend aujourd'hui tout son sens. La région constitue à partir du VIe siècle le cœur d'Austrasie. Le traité de Verdun, 843, l'attribue à Lothaire Ier. Lors du partage de son domaine, 855, elle revient à Lothaire II pour qui ait créé le royaume de Lotharingie. Ce royaume disputé entre la France et la Germanie est intégré au royaume de Germanie 925, dont il constitue un duché. En 960, la Lotharingie est divisée en Haute-Lotharingie, futur duché de Lorraine, et Basse-Lotharingie, futur duché de Brabant. Le duché de Lorraine est déchiré à partir du XIVe siècle entre les influences rivales de la France, de la Bourgogne et du Saint-Empire. La France s'empare les trois évêchés, Metz, Toul et Verdun, en 1552. Elle se fait céder en 1766. La Lorraine, qui avait été attribuée en 1738 à Stanislas Nijinsky, beau-père de Louis XV. En 1790, la Lorraine, les trois évêchés et les Barrois sont divisés en 4 départements: Meuse, Meurthe, Moselle et Vosges. Suite à la guerre franco-prussienne, la France est vaincue et doit céder en 1871 une partie de Lorraine qui formera avec l'Alsace un territoire à statut particulier dans l'Empire allemand, le territoire impérial d'Alsace-Lorraine. La population protestera contre cette annexion et refusant le drapeau allemand noir, blanc, rouge et imposant avec le drapeau tricolore, comme le drapeau français, ainsi que celui de la Lorraine, devient interdit. Un besoin d'emblèmes locaux propres se fait alors sentir, surtout par rapport aux autres États de l'Empire allemand. Il est proposé de reprendre les armoiries des villes de Strasbourg, chef-lieu du territoire impérial, et de Metz, chef-lieu du district allemand de Lorraine pour former les armoiries de l'Alsace-Lorraine, mais cette solution est rejetée et ce sera finalement un autre emblème qui sera officialisé par l'empereur. Celui-ci combinait les armoiries de 2 districts alsaciens avec les armoiries lorraines. L'écu était surmonté d'une couronne princière et reposait sur l'aigle impérial, elle-même surmontée d'une couronne impériale. Ces armoiries seront critiquées en raison du fait que les armoiries de Lorraine présentes ici et représentant le district allemand de Lorraine, actuellement département de la Moselle, n'avaient aucune justification historique et ne pouvaient prétendre symboliser qu'une partie seulement de la Lorraine. Les autorités du territoire impérial se verront aussi accordées par l'empereur un drapeau propre. Celui-ci était le drapeau de l'Empire allemand, noir, blanc, rouge, avec les armoiries impériales et l'écu des armoiries du territoire impérial dans le canton. Bien que réservé aux autorités, il sera aussi utilisé par la population. L'empereur ne reconnaîtra aucun drapeau local pour l'Alsace-Lorraine, ce territoire étant considéré comme un territoire particulier soumis à l'empereur et non souverain comme les autres États allemands. Cependant, des drapeaux locaux non officiels seront utilisés par les Alsaciens lorrains. L'un présent dans les 2 districts alsaciens était rouge et blanc. L'autre présent dans le district allemand de Lorraine avait 2 bandes horizontales, bleues et blanches. Les origines de ce dernier sont mystérieuses. Il est possible que ce drapeau a été un emblème de protestation des habitants du district contre l'annexion à l'Empire allemand. Ce drapeau bleu et blanc n'étant en fait qu'un drapeau français tronqué, ce qui aurait permis de contourner l'interdiction du drapeau tricolore
et de marquer ainsi un profond attachement de la population à la France. Lorsqu'en 1911, le territoire impérial d'Alsace-Lorraine obtient une nouvelle constitution lui donnant plus d'autonomie, les députés de l'Assemblée locale choisissent un drapeau propre pour marquer le nouveau statut du territoire. Ce drapeau est drapeau rouge-blanc alsacien avec une croix de Lorraine jaune dans le canton. Il devait refléter la volonté de considérer l'Alsace-Lorraine comme un membre à part entière de l'Empire allemand avec les mêmes droits que les autres États impériaux. La reconnaissance et l'officialisation du drapeau par l'empereur ne se feront jamais. L'affaire de Saverne en novembre 1913 et la Première Guerre mondiale qui s'ensuivront seront le glas d'un drapeau officiel pour les Alsaciens lorrains. L'Alsace-Lorraine redevient en 1919 territoire français suite à l'application du traité de Versailles. Le drapeau français a de nouveau droit de citer dans ce qui est devenu le nouveau département de la Moselle. Les emblèmes du territoire impérial sont interdits. Le drapeau lorrain aux 3 alérions fera son retour dans le département de la Moselle alors qu'il avait toujours été présent dans les autres départements lorrains durant la période d'annexion. Ce drapeau a vraisemblablement était plus toléré par la France que le rouge et blanc alsacien lorrain trop allemand. Les armoiries de Lorraine, sans être officielles, apparaîtront, elles, sur divers supports tels que les affiches pour les expositions. En 1940, la Lorraine est de nouveau démembrée suite à l'annexion de la Moselle par le Troisième Reich allemand. Tous les drapeaux de France et de Lorraine sont prohibés, seuls les emblèmes nazis sont officiels. Toute forme d'identité lorraine est totalement niée. La Lorraine a reçu la personnalité morale par la loi du 5 juillet 1972 sous la forme d'un établissement public régional. Les armoiries de la Lorraine se blasonnent d'or à la bande de gueule chargée de 3 alérions d'argent. Cet emblème est très ancien puisqu'il apparaît déjà en 1183 sur le sceau de Simon II, duc de Lorraine. Il figurera dès lors sur tous les sceaux armoiries des ducs de Lorraine jusqu'au rattachement définitif du duché à la France en 1766. L'origine des armoiries serait légendaire. En effet, à la fin du Moyen Âge, la croyance était que les ducs de Lorraine descendaient du célèbre Godefroy de Bouillon. Celui-ci aurait tué lors de la prise de Jérusalem par les croisés en 1099 3 oiseaux d'une seule flèche. Cet événement extraordinaire devrait être le signe que Godefroy deviendrait le roi de cette ville et pour mémoire, il aurait jeté ces oiseaux, appelés alérions, sur la bande rouge de son écu. Cette légende est vraisemblablement basée sur des poèmes épiques écrits au milieu du XIIe siècle sur la conquête de Jérusalem où Godefroy de Bouillon apparaissait comme un héros légendaire tuant d'un seul trait de son arc 3 oiseaux qui allaient se jeter sur d'innocentes colombes. Ce fait va être repris et amplifié au cours des siècles suivants et pour les historiens de la Renaissance qui voient dans les ducs de Lorraine les successeurs de Godefroy de Bouillon. Il est très naturel que les alérions des armoiries lorraines soient les 3 oiseaux tués par Godefroy. Le premier logo du Conseil régional de Lorraine, adopté en 1986, n'avait absolument rien de Lorraine. Il représentait un hexagone, la France, d'où émergeait un arc-en-ciel. Chacune des couleurs de cet arc-en-ciel symbolisant un département lorrain. L'arc tourné vers l'est représentant la volonté d'ouverture dans la région. Ce logo, expression d'une jeune institution tout juste née de la décentralisation, faisait partie
de ses logos régionaux. C'est une véritable âme qui se bornait à reprendre sous une forme plus ou moins stylisée la carte de France. En 1993, le nouveau président de la région Lorraine a souhaité changer le logo et un cadre de réflexion a été adressé le 17 mai à cette agence de communication afin de créer une nouvelle identité pour le conseil régional. Le nouveau logo devait avoir l'exigence de symboliser toute la région et s'inspirer du blason de la Lorraine. L'un des rares à être largement connu et reconnu en Lorraine et à l'extérieur. Maintenant, on va parler du découpage administratif. Les départements de la Lorraine sont Meuse, Moselle, Meurthe et Moselle-Vosges. Le chef-lieu de la région est Metz. La population lorraine approche 2 300 000 habitants. Après 25 ans de repli, la région ne perd plus ses habitants. Sa population s'accroît même très légèrement. Les résultats par département confirment le rôle important des agglomérations de Metz, Moselle et Nancy, Meurthe et Moselle dans la région, dans leur regain démographique. Metz doit à ses atouts et à sa tradition de commandement d'être déclarée capitale administrative. La région de la région Lorraine, pôle majeur de la Lorraine du Nord. Metz continue de renforcer ses fonctions métropolitaines. En complémentarité avec son environnement, Metz a les atouts pour devenir un véritable pôle européen. Metz, chef-lieu de la région Lorraine et du département de la Moselle, se trouve sur la Moselle à 329 km à l'est-nord-est de Paris. Dans cette ville, il y a près de 120 000 habitants. Sous les Mérovingiens, Metz a été la capitale de l'Austrasie. Elle a été acquise par la France en fait en 1559, en roi en 1648. Metz est le centre industriel et culturel de la région. Ici se trouve la cathédrale gothique Saint-Étienne, 13e et 15e siècle. Par exemple, les vitraux et autres églises, place d'armes, 18e siècle, un riche musée d'art et d'histoire. Nancy, chef-lieu du département de Meurthe et Moselle, est situé sur le Meurthe et le canal de la Marne au Rhin, à 306 km à l'est de Paris. Près de 100 000 Nancéiens habitent cette ville. C'est le centre administratif, commercial et industriel. Construction mécanique, textile, chaussures. La ville garde d'intéressants monuments. Église des Cordeliers, 15e siècle, porte de la Graffe, près de 14e, 15e siècle, palais ducal, début du 6e siècle, cathédrale, 18e siècle, la place de la Carrière, le palais du gouvernement et les gracieuses place Stanislas, musée de beaux-arts. Dans cette région, beaucoup d'hommes célèbres ont été nés, parmi lesquels le poète Paul Verlaine, l'écrivain Goncourt, le mathématicien Poincaré, le footballeur Platini. L'économie lorraine a, durant de longs siècles, reposé sur le commerce et l'agriculture. Au XIXe siècle, la révolution industrielle a fait de la Lorraine une région clé de l'essor économique français. C'est en effet de ces mines qu'ont été extraits le charbon et le fer, indispensables au développement de l'industrie. La mine et l'industrie métallurgique, textile et chimique se sont révélées être un remarquable moteur du dynamisme et de la prospérité lorraine durant près d'un siècle. Néanmoins, dans les années 80, la Lorraine a dû faire face au déclin de ses activités historiques. Le pari de la reconversion a été mené avec conviction et pragmatisme et a permis à la Lorraine de renouer avec le succès.
Aujourd'hui, l'économie lorraine plus diversifiée repose encore sur des secteurs traditionnels tels que l'agriculture et la forêt, l'agroalimentaire, l'industrie. Saint-Gobain, canalisation, Solac, la chimie Solvay, Roland, l'automobile usine Smart à Ambach et les sous-traitants automobiles en privilégiant la technologie et la valeur ajoutée. D'autres activités dans des secteurs nouveaux tels que la cosmétique, le médical, l'aéronautique, les services aux entreprises, les services aux particuliers et le tourisme se sont rapidement développés, particulièrement celles liées à la position géographique de la région, logistique et services clientèle. Elle conforte le dynamisme retrouvé d'une région volontaire et ouverte sur l'Europe. Des liaisons ferroviaires directes et fréquentes relient la Lorraine à toutes les métropoles européennes. En l'an 2007, le train à grande vitesse TGV de la nouvelle génération, encore plus moderne et plus rapide, augmentera notablement la rapidité de ces liaisons. Au plan local, le métro lourd, train express régional, relie toutes les heures Nancy à Luxembourg via Metz. La Lorraine représente plus de 20% du fret SNCF et dispose du premier triage français de wagons à voie-pied relié aux principaux centres de tri français et européens. Enfin, la plateforme logistique multimodale de Nancy Nord, proche de ce triage, dessert toute la Lorraine et les 3 pays frontaliers. Depuis l'Antiquité, la Lorraine est un carrefour européen. Les grands axes autoroutiers nord-sud et est-ouest s'y croisent et la relient sans rupture à tous les pays d'Europe. L'autoroute A4 traverse la Lorraine d'ouest en est, relie Paris et Metz-Strasbourg. L'autoroute A31 traverse l'Europe du Nord. Au sud, relie Bruxelles et Luxembourg à Metz et Nancy, sans péage, puis à Lyon, Marseille, Barcelone et Milan. La nationale M4 qui relie Paris et Strasbourg via Nancy est 4 voies sur presque toute sa traversée de la Lorraine. Liaison fluviale à grand gabarit. La Moselle canalisée raccorde la Lorraine aux grands axes européens de navigation. Elle ouvre aussi le passage aux barges de 1500 tonnes, sans rupture de charge, jusqu'au Rhin et la mer du Nord. Ce réseau à grand gabarit est complété par un réseau de canaux accessibles aux péniches de 300 tonnes. Voilà, c'est tout ce que je voudrais vous raconter sur la Lorraine. Maintenant, nous allons parler de la région la Picardie. La région géographique de Picardie est située aux confins de la Bresse, de la Canche, du Terrain et de l'Oise. La Picardie est formée du nord du bassin parisien. C'est un plateau de crayeux qui reste une région de plaine. On y trouve notamment les villes d'Abbeville ou d'Amiens. Région de climat océanique marquée de nuances continentales vers l'intérieur, la Picardie s'ouvre sur la Manche par une courte façade littorale de part et d'autre de la baie de Somme. Au sud s'étendent les plateaux tertiaires du bassin de Paris. Tardenois, Valois, Soissonnais, surmontés de buttes et fortement compartimentés. Il porte d'opulentes campagnes ouvertes, mais aussi de vastes forêts. Compiègne, Senlis, Villiers, Cotterêts et se termine à l'ouest sur la boutonnière bocagère du pays de Bray. Au nord, les plaines et les collines de craie abritent de beaux open fields sur les limons, Santerre, Vermandois, Laonnais, alors que les zones argileuses ont un paysage plus boisé et verdoyant, Vimeux, amiénois. On ne trouve cependant le vrai bocage qu'au nord-est.
un hiérarche traversant la région en diagonale, la vallée de l'Oise est le grand axe de peuplement et de passage. Des sols particulièrement riches autorisent de grandes cultures au sein d'espaces spacieux. Elles sont recouvertes de limon et portent de riches cultures comme la betterave ou le blé. Ces étendues sont entrecoupées par les vallées de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme. Elles sont modérément encaissées et recouvertes de marécages et de tourbières. Elles ont été très souvent transformées en zones de culture légumière et maraîchère appelées ortillonnage. La Picardie est aussi représentée par son littoral. Elle est construite de hautes falaises et d'immenses étendues ouvertes aux marais, comme en baie de Somme. La côte est jalonnée de stations climatiques comme Berck et balnéaires, comme le Touquet Paris-Plage. La forêt reste la bénéficiaire des domaines de chasse princiers, comme les forêts de Chantilly, de Compiègne, de Crécy et d'Alat. La région est située à un emplacement privilégié. Dans le cadre de l'extension de l'Europe, la Picardie est une région de carrefour. Sur le plan géographique, l'activité économique est contrastée entre le nord et le sud. Au nord, Amiens se montre le principal pôle. Au sud, l'influence de l'Île-de-France la rend très dépendante. Moins d'un salarié sur deux travaille dans une entreprise industrielle dont le siège social est en Picardie. Au XIIIe siècle, une nation picarde regroupe à l'Université de Paris les étudiants ordinaires du nord du royaume. Ils ont en commun leur langue. Le nom de Picardie désigne ensuite les territoires contrôlés par le roi de France au nord de la capitale avec comme axe principal la vallée de la Somme. Au sud des collines d'Artois s'étendent les vastes horizons picards. La Picardie est une ancienne province de France. Elle comprenait la région d'Amiens, le Boulonnais, le Ponthieu, le Sancerre, la Thiérache, le Valois et le Vermandois. La capitale est Amiens. En 1185, elle est occupée en partie par Philippe Auguste. Pendant la guerre de Cent Ans, elle a été l'enjeu des rivalités franco-anglaises, puis franco-bourguignons. En 477, après la mort de Charles le Téméraire, elle a été réunie irrévocablement à la couronne. Durant la Première Guerre mondiale, elle a été le théâtre de bataille. La bataille de la Somme en 1916, la bataille de Montdidier en 1918. En parlant du découpage administratif, il faut énumérer 3 départements. L'Aisne, près de 500 000 habitants. L'Oise, près de 700 000 habitants. La Somme, près de 500 000 habitants. Le chef-lieu du département de la Somme est la capitale de la région Picardie. Amiens est situé sur la Somme. Ouais. Voici un extrait d'une ville idéale, Amiens en l'an 2000, qui caractérise ce chef-lieu. Oui, cher client, c'est Amiens. Ah, si nous avions le temps de monter à la flèche de la cathédrale, vous reconnaîtriez bien la capitale de notre Picardie, défendue maintenant par ses forts détachés. Vous reconnaîtriez ces charmantes vallées de la Somme, de l'Avre, de la Selle, ombragées par ces beaux arbres, qui ne rapportent plus que 5 sous par an, mais qu'une édilité généreuse nous a conservés intacts. Vous reconnaîtriez ces boulevards extérieurs qui franchissent
la rivière sur deux ponts magnifiques et lui font une verdoyante ceinture. Le département de la Somme fait partie de la région Picardie. Il est situé au nord de la France, à mi-chemin de Paris, Londres et Bruxelles. Il est traversé par le fleuve qui lui a donné son nom, la Somme. La baie de Somme offre des espaces grandioses et envoûtants dans une lumière douce et changeante. Les étangs sont le long de la Somme. La Somme a creusé une ample vallée riante et accueillante. Au gré de ses caprices, elle a donné la vie à des milliers d'étangs, paradis des oiseaux, des pêcheurs et des promeneurs. La Picardie a une économie qui repose principalement sur la production agricole. On l'appelle le pays des piocheurs. Les importants regroupements des exploitations et une mécanisation poussée lui permettent des rendements supérieurs à la moyenne nationale. La Picardie est un pôle de l'agroalimentaire de par ses conserveries et ses sucreries. Le marché le plus porteur est au sein des dérivés sucres et céréales. Bonduelle est implanté à Péron, Fendus à Beauvais et Sapin-Nestlé à Saint-Quentin. La Picardie tient le premier rang régional pour la production de légumes destinés aux conserveries. Elle est aussi la première productrice du sucre de betterave. Elle représente euh, euh, une dixième partie de la production européenne et un tiers de la production française. Les deux tiers de la fabrication française de parfums sont réalisés en Picardie. Les grandes marques telles que Bourjois, Chanel, Givenchy ou Yves Saint Laurent y sont présentées. À Beauvais, on fabrique la moitié des éponges utilisées dans le monde. La région est leader dans la fabrication de brosses à dents. La véritable vitalité de la Picardie reste l'industrie. Elle emploie un salarié sur trois. Les régions regroupent de nombreuses sociétés industrielles. Elles appartiennent à des groupes prestigieux et réputés. Pour les établissements de plus de 500 salariés, la Picardie est au quatrième rang national. À l'image de l'île de France voisine, l'agriculture est dominée par les grandes cultures betteraves, premier rang national céréales, pommes de terre, fourrages, légumes de plein champ, haricots, pois. L'élevage laitier s'impose en pays de Bray et en Thiérache et occupe une place importante à l'ouest de la région, alors que la polyculture des bas champs et du marcanterre ainsi que les ortillonnages d'Amiens rappellent la tradition flamande. Une importante industrie agroalimentaire s'est développée sur ces productions variées, marquée par l'influence de la région industrielle du Nord. Foyer d'industrie lourde de Créy-Montataire et de Chauny-Ternier. Forte de traditions locales vivaces. Verrerie de Saint-Gobain, serrurerie et métallurgie du Vimont. La région a bénéficié de la décentralisation d'activités parisiennes. Automobile, chimie, pneumatique, matériel de bureau, électroménager, qui ont diversifié le tissu industriel. Le tourisme ne joue qu'un rôle modeste. Les stations importantes du littoral de la Manche étant extérieures à la région. La Picardie jouit d'une position stratégique dans les échanges européens. Elle est le passage obligé par les liaisons entre le Benelux, l'axe transmanche et le sud de la CE et dispose à ce titre d'un réseau de transport très performant. Pourtant, la région affirme difficilement son autonomie et souffre de n'être trop souvent qu'une zone de passage entre Paris et les puissants ensembles économiques de l'Europe du Nord. L'industrie est présente dans le Var avec Saint-Gobain, Amer-les-Bains et Tourotte. L'équipement automobile est représenté par les sociétés Valeo et Magneti Marelli à Amiens. Goodyear à Amiens et Uniroyal à Compiègne travaillent le caoutchouc. Et le Uniroyal à Compiègne
travaille le caoutchouc. Massey Ferguson à Beauvais réalise l'équipement agricole. La fabrication de cycles est faite à 50 ans. La sidérurgie à Montater avec la société Solac. L'électroménager est fabriqué par Whirlpool à Amiens, Hocht à Tochem dans l'Oise, Rompoulan avec plusieurs établissements sur la région sont des sociétés qui travaillent dans le secteur de la chimie. La parachimie est présentée notamment avec à Clermont, à Colgate-Palmolive à Compiègne, Procter & Gamble à Amiens, Saint-Quentin accueille le groupe L'Oréal. À Arly, CEG Unelec fabrique du matériel électrique. La construction aéronautique est ameutée avec l'aérospatiale. Le nombre de sociétés industrielles à participation étrangère est supérieur en Picardie à la moyenne nationale, soit 20% au lieu de 18%. Cela représente environ 32% des emplois salariés de l'industrie. La Picardie a d'autres atouts. La recherche se repose sur l'authentique pôle d'excellence. Ce sont le Centre technique des industries mécaniques ou CETIM à Senlis, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ou INERIS à Verneuil-en-Atalt et l'Institut national supérieur des sciences et techniques à Saint-Quentin ou nommé INSSET. Les universités sont brillamment représentées par l'Université Jules Verne à Amiens, l'Université de technologie de Compiègne, UTC. Il existe un tissu de technologies fort innovantes. Elles sont présentées dans la transformation des matières plastiques et dans la métallurgie de pointe. À Compiègne, la première usine française de d'ester où le carburant vert a été mise en service. C'est une énergie de substitution. Elle est fabriquée à partir du colza. La Picardie recense de grandes écoles ESC à Compiègne et UTC à Beauvais. Amiens héberge Subdeco, ISTP ou Institut supérieur de travaux publics, mais aussi II ou Institut de technique de l'ingénieur et de l'industrie. En parlant des curiosités et la ville culturelle, il faut nommer la cathédrale gothique du IIIe siècle. La cathédrale d'Amiens est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO avec ses 145 mètres de longueur, une hauteur de flèche de 112 mètres et sa voûte 42 mètres. En volume intérieur de 200 000 mètres cubes. C'est un des plus hauts et des plus vastes édifices jamais élevés. Elle est la plus vaste église de France avec un statuaire remarquable. La tour Perret, haute de 104 mètres, construite par Auguste Perret pour la reconstruction du quartier de la gare après la guerre de 1940-1944, elle reste un exemple typique d'architecture en béton armé. Les ortillonnages. Au cœur d'Amiens, 300 hectares de terre fertile où l'on accède en barque par des rivières. Le musée de Picardie, construit de 1855 à 1867. Par ordre de Napoléon III, le musée de Picardie figure parmi les 10 plus grands musées français de Provence pour la richesse de ses collections, archéologie, peinture, sculpture. Puis, encore une curiosité intéressante, c'est le tombeau de Jules Verne. Jules Verne repose au cimetière de la Madeleine, Amiens. Il était élu à l'Académie d'Amiens en 1872, conseiller municipal de la ville d'Amiens. Élu en 1888, 1892, 1896 et 1900. Le quartier Saint-Leu, né au Moyen-Âge sur les bras de la Somme, ce quartier situé au pied de la cathédrale, accueille aujourd'hui des cafés, des artisans, des artistes, des boutiques ainsi que des activités universitaires scientifiques. On y vit le jour et la nuit.
Euh, les hommes illustres qui sont nés en Picardie, euh, certains le sont de naissance, d'autres le sont d'adoption, mais ont marqué néanmoins la région de leur présence, de leurs faits ou travaux. Euh, la plupart des noms des rues en témoignent, et voici quelques-uns. Jean Mermoz, Saint-Vincent-de-Paul, Édouard Branly, Jean Hachette, Robert de Luzarches. Mais bien sûr qu'un homme que vous connaissez très bien, c'est Jules Verne. Il est né à Nantes et il a été picard d'adoption. C'est un bien qu'il fera la connaissance de Norine, jeune veuve de 26 ans, fille d'une militaire en retraite et ayant deux enfants en bas âge. Afin de pouvoir l'épouser, il s'établira comme agent de change à Paris. À l'époque de la naissance de son fils Michel, le 3 août 1861, il concevra les récits de ses voyages extraordinaires. Ces titres connaîtront le succès. La santé de son fils l'amènera à louer une villa à Crotoy, à l'embouchure de la Somme. Aimant la mer, il fera aménager un bateau, l'équipera et lui viendra l'idée d'écrire 20 000 lieues sous la mer. Puis en viendront d'autres, tout aussi imaginaires et visionnaires du futur. Jules Verne mènera de front ses activités littéraires et boursières. Il s'installera au Crotoy et le petit Michel ira en pension à Belleville. Vers la fin 1869, il aura une maison en Amiens, inquiet de la menace de la guerre. En 1870, la guerre déclarée, il sera mobilisé, recevra la croix de la Légion d'honneur et ramènera sa famille à Amiens. Il continue d'écrire des romans au Crotoy ou sur son bateau. La paix est venue de retour à Amiens, qu'il retrouve cordial et lettré, assez près de Paris, sans bruit et l'agitation. Il sera élu membre de l'Académie d'Amiens, poursuivra son œuvre d'abord dans une maison boulevard de Longueville, aujourd'hui boulevard Jules Verne, puis en octobre 1882, il s'établira au rue Charles Dubois, à 2 pas de son ancienne maison. Il inaugurera le cirque d'Amiens en 1889. Malgré une cataracte, son activité intellectuelle ne ralentit pas. Le 16 mars 1905, une crise de diabète le terrassera et il mourra le 24 mars. Il est enterré au cimetière de la Madeleine où le sculpteur Albert Rose l'immortalisera en ornant la tombe du buste de Jules Verne, la main tendue vers le ciel. Puis il faut bien sûr mentionner Jean Racine, poète tragique français. Né à La Ferté-Milon en 1639, ayant suivi ses études à Beauvais, il se liera à Boileau. Molière et La Fontaine écrira les tragédies. Sa femme a été la fille d'un trésorier des finances d'Amiens. Puis il faut mentionner Jean de La Fontaine, poète français, qui sera baptisé le 8 juillet 1621 à Château-Thierry. Il meurt en 1695, après avoir vendu sa maison pour payer ses dettes. Alexandre Dumas, père, le premier des trois Dumas, fils d'un colonne et d'une fille de couleur, et il est devenu général et il a été disgracié par Napoléon Ier. Son fils Alexandre, le futur romancier, avait 4 ans quand il est mort après s'être retiré à Villiers-Cotterêts, pays de sa femme. Né le 24 juillet 1802, Alexandre a rangé son frein pendant 20 ans chez un auteur cotterésien avant de conquérir Paris par son talent de romancier où il a été auteur fécond de 300 œuvres. Le comte de Monte Cristo, les trois mousquetaires, et il est enterré au cimetière de Villiers-Cotterêts où il repose parmi les siens. La société des amis de Dumas veut le faire transférer au Panthéon. Son fils a été lancé par la dame aux camélias.
Поговорим с вами немножко о Провансе и живописном Лазурном береге. Первая достопримечательность, которую я бы хотела упомянуть, это Понт-дю-Гар. 3 уровня закругленных арок, которые соединяют берега реки Гар, это настоящий шедевр инженерного искусства. Тем более поразительно, что ему аж 2000 лет. Акведук построен из крупных блоков отесанного камня, некоторые из которых весят 6 тонн, без всякого цементирующего раствора. Во II веке до нашей эры, когда римляне решили, что юг Франции станет приятным дополнением к их все расширявшейся империи, они сделали гораздо больше, нежели просто завоевали новые земли, победив в той или иной битве. Они колонизировали местное население и навязали ему свою культуру, заменили путанные тропы прямыми дорогами, привнесли более высокий уровень цивилизации. Относилось это и к улучшению системы водоснабжения. Великий акведук Понт-дю-Гар был частью целой системы, разработанной, чтобы наладить доставку в города и поселения чистую пресную воду. В XIX году до нашей эры римляне посчитали, что небольшой источник в окрестностях Юзеса лучше всего подходит для снабжения водой растущего города Нимы. И хотя Юзес находится от Нимы довольно далеко, для искусных римских инженеров это не представляло проблемы. За несколько лет они построили 50-километровый водопровод от источника до Нима, впечатляющий каменный желоб, по которому доставлялось достаточно воды, чтобы хватало для нужд целого города. Самым большим препятствием для строителей стала непредсказуемая река Гар. Но и эту проблему решили римские инженеры. Они соорудили огромный мост, 49 метров в высоту, 275 метров в длину. Мост Понт-дю-Гар состоит из 3 уровней арок, скрытыми водопроводом, проходящим по верхнему уровню. Если вы когда-нибудь там будете, обратите внимание на камни, выступающие из поверхности моста. Они оставлены в таком виде намеренно, чтобы служить опорой и весой для ремонта акведука, если возникает необходимость. Собранные из аккуратно отесанных золотистых камней, каменных деталей, Понт-дю-Гар представляет собой поразительное зрелище. Его каменные арки считаются одним из наилучших и сохранившихся в Европе образцов древнеримской архитектуры. Однако при каждой осаде Нима его система водоснабжения неизменно подвергалась неприятельской атаке, и акведук нуждался в частом ремонте. Примерно в IV веке нашей эры о нем перестали заботиться вообще. И к IX веку наслоение известнякового ила заблокировали водовод. Акведуком перестали пользоваться, а местные жители стали растаскивать его превосходно обработанные камни по своим домам. Только в XIX веке акведук привлек к себе внимание императора Наполеона III, который приказал восстановить его. И результатом стал огромный наплыв любопытствующих, которым хотелось увидеть это древнее чудо. К счастью, от плана 90-х годов XX века устроить вокруг акведука тематический парк под давлением общественного мнения пришлось отказаться. Аркам акведука не угрожает больше соседство с современными аттракционами. Вот, что тут еще можно сказать интересного? По акведуку можно пройти разными способами, и большинство туристов предпочитают делать это по нижнему уровню, который представляет собой ровную широкую дорогу. Но если для любителей острых ощущений, можно пройтись и поверх водовода, либо внутри него. Чтобы хоть что-то увидеть изнутри, нужно обладать немалым ростом. К тому же внутренность трубы местами забита известняковыми наслоениями. Вот. Местность вокруг акведука сухая, с насыщенной мелом почвой. Растительность здесь преимущественно колючие кустарники, которые редко вырастают выше 50 сантиметров. К ним относятся многие ароматические растения: базилик, тимьян, майоран, розмарин, лаванда и шалфей, а также неприхотливые истоки чертополох, самшит, каменный дуб и утесник. Однако здешний пейзаж — это не всегда лишь зеленые кусты и голые камни. Весной здесь расцветают тюльпаны, ирисы, орхидеи. Очень красивое место. Источник Ваклюза.
Есть в северной части Прованса глубокий и изумрудного цвета водоем. После сильных ливней вода в этом водоеме выходит из берегов и потоком устремляется вниз по долине, превращая источник Ваклюзи в один из самых мощных источников ключевой воды в мире. В середине XIV века итальянский поэт и философ Франческо Петрарка приходил к тишайшему источнику Ваклюзы, чтобы под сенью громоздящихся над ним скал и фиговых деревьев писать стихи чрезвычайной красоты и глубины содержания. Столетия спустя из-за почти миллиона посетителей в год у источника редко бывает тихо, а соседний городок Ваклюз живет за счет туристов. Однако, несмотря на толпы людей и множество сувенирных лавок и бутиков, даже сейчас нетрудно понять, почему Петрарка выбрал именно это место, чтобы провести здесь 16 лет своей жизни. Весной, когда уровень воды поднимается из-за таяния снегов, река Сорг с грохотом несется вниз по каменному ложу долины. Летом, когда воды мало, река превращается в тихо журчащий ручеек, который вьется вокруг камней, образуя миниатюрные водопады. В известняковых скалах всегда много ключей, расщелин и скрытых водных систем, и плато Ваклюз не является исключением. Дождевая леталая влага просачивается сквозь пористые камни, сливаясь в подземные реки, которые могут долго течь невидимыми, прежде чем показаться на поверхности. Фонтан Ваклюз – типичный пример этого, и зеленоватая вода, бьющая здесь из-под скалы, текла, вероятно, много километров от своего подлинного источника. Местность, окружающая источник, дала название Ваклюзу, то есть Валис Клауза, закрытая долина. Голые серые скалы возвышаются на 200 метров по трем сторонам от водоема. Четвертая сторона открыта, и там проходит русло реки. Несмотря на все усилия спелеологов и ученых разобраться в запутанной, как лабиринт, системе пещер и туннелей, в этом месте точная глубина пропасти под источником до сих пор не определена. Хотя источник реки Сорг интриговал людей столетиями, и первое из известных нам погружения было совершено только в 70-е годы XIX века, когда некий отважный искатель приключений опустился на глубину 23 метра. В 1983 году специально построенный глубоководный аппарат достиг отметки 250 метров. Спущенное в 1985 году дистанционно управляемое устройство с телекамерой добралось до глубины 315 метров. Но пока никто не смог разгадать загадку источника реки Соргов. Источник неизменно вызывал к себе повышенный интерес. С ним связано множество мифов и легенд. Согласно одной из них, Веран, архиепископ, расположенного неподалеку Кавайона, в VI веке убил здесь чудовищных размеров змею, доказав тем самым, что источник находится под божественной защитой. Верана канонизировали, он похоронен в красивой церкви XII века у самой реки. Река Сорг всегда играла заметную роль в экономике края, столетиями вращая по меньшей 78 водяных мельниц вдоль своего течения. Мельницы дали жизнь таким отраслям индустрии, как мукомольная, бумажная, кожевенная, текстильная, в основном шелк и шерсть. И некоторые из них сохранились до сих пор в Ville-sur-la-Sorgue. Ну а про Петрарку, да, мы упомянули Франческо Петрарку. Он родился в Италии, но еще ребенком попал в Авиньон. И в 1327 году он влюбился в замужнюю женщину, которая оказала глубочайшее влияние на его творчество. В своих стихах он называл ее Лаурой. И Петрарка покинул Авиньон и одиноко поселился в Фонтен-де-Ваклюз. Лаура умерла во время эпидемии чумы в 1340-х годах. Но Петрарка не мог забыть о ней и так и не женился. Экспозиция музея, как утверждается, стоит на месте его дома и рассказывает о жизни и творчестве этого знаменитого итальянского поэта. Так, ну пока продолжим. Le Beau de Provence. Городок и разваленный край крепости Лебо примкнула к высокой скале.
господствующей над окружающей местностью. Грозная цитадель, оплот феодального клана Бо, в XIII веке была знаменита своими трубадурами, воспевающими любовь и отвагу. Люди обитали на лишенной растительности скале Бо со времен неолита. Но наиболее глубокий след оставило могущественное феодальное семейство Бо. Развалины их замка до сих пор возвышаются на краях отвесных стен по всем 4 сторонам света. По вечерам заходящее солнце золотит его шероховатые стены. Пространство, которое занимала крепость, можно разделить на 2 части: нижнюю или городок и верхнюю цитадель. Цитадель располагалась на вершине 245 метров скалы, 600 метров длиной и 200 метров шириной. Городок же раскинулся на ее склонах. Большинство средневековых построек находились в цитадели. В городке высились изящные церкви и красивые дома. Первое упоминание о постройках, возведенных семейством Бо, датируется приблизительно 950 годом. А к началу XII века эти гордые воины-аристократы уже слыли одним из самых могущественных баронов на юге Франции. Особо отличился Раймон Тюренский, который терроризировал эти края в 90-х годах XIV века. Тех из пленников, за кого не могли внести выкуп, он заставлял прыгать вниз со стены своего замка. Он действовал настолько дерзко, что против него объявился Папа Римский, правитель Прованса и даже сам король Франции. Сейчас одну минуту, хотела кое-что посмотреть. После того, как барон потерпел поражение, Лебо стал владением короля, но в 1480 году замок был разрушен за участие в мятеже. Лебо стал владением короля, но в 1480 году замок был разрушен за участие в мятеже. Со временем развалины стали собственностью Анны де Монмаранси, которая быстро восстановила крепость во всем ее величии. В XVI веке Лебо стал одним из центров протестанства и был частично разрушен кардиналом Ришелье в 30-х годах XVII века. И когда ему наконец надоели его беспокойные обитатели, причем Ришелье отказался сам финансировать разборку укреплений, силой возложив это бремя на жителей. Крепость была передана затем семье Гримальди, которую в 1791 году лишили прав собственности. Лебо стал постепенно приходить в запустение. Реставрация и раскопки начались в 40-е годы XX века, и окончание работы ожидается не раньше 2020 года. Слава Лебо многогранна. Он знаменит, например, рестораном, который открыл дуаен французских шеф-поваров Раймон Тюрье. В XIII веке Лебо завоевал себе репутацию двора любви. В XX веке его связывали с творчеством художника-фигуратиста Ива Браэра. Конечно, стоит сказать про бокситы. В 20-х годах XIX века у Лебо было обнаружено крупное месторождение необычного красного, похожего на глину минерала, который назвали именем города Боксит. В конце 80-х годов того же столетия ученые поняли, что боксит можно применять для экономичного получения алюминия, в то время редкого и дорогого металла, и он сразу стал ценным сырьем. Многие годы месторождение Лебо успешно разрабатывалось, пока Франция не начала импортировать бокситы из Гвинеи. И, конечно же, нужно сказать про знаменитые виноградники Лебо.
Здесь их обилие, благодаря части теплому климату и благоприятной почве из глины и гравия. Первыми культивировать виноград в этих краях начали древние греки. И у получаемого вина всегда была отличная репутация. Местные вина в основном красные или розовые. Разработан и снабжен специальными указателями, даже есть винный маршрут. Так, Папский дворец. Величественный Папский дворец, возведенный в Авиньоне римскими папами в XIV веке, впечатляющий памятник архитектуры Франции. Фрески, дошедшие до нас описания жизни во дворе, свидетельствуют о том, что он был столь же пышен внутри, сколь грозно выглядит снаружи. Окрестности будущего Авиньона люди впервые заселили еще в эпоху неолита. Но настоящее процветание пришло, когда приблизительно в VI веке до нашей эры греки основали здесь порт. После гальской и римской оккупации последовал период забвения, продлившийся до основания города-государства в начале XII века. В 20-е годы XIII века город был до основания разрушен, поскольку его жители поддержали еретическую секту альбигойцев. Однако подлинная известность Авиньона началась в XIV веке, когда Папа Римский поразил весь христианский мир, приняв беспрецедентное решение покинуть Рим и перебраться на север. В начале XIV века жизнь в Риме для выборного папы стала невыносимой. Курия, или Папский дворец, погрязла в политических интригах, и папу постоянно пытались втянуть в конфликты. Поэтому, когда в 1305 году папой Климентом V был избран француз Бертран де Гот, он решил перевести свой двор на юг Франции и в 1309 году торжественно въехал в Авиньон. Он умер в 1314 году, но следующие 6 пап французов обеспечивали городу статус центра культуры и просвещения на протяжении почти 70 лет. Был создан университет, а дворец заполняли ученые, художники и пилигримы. К сожалению, блеск двора привлекал не только желанных гостей, поэтому папам пришлось укрепить город и содержать его для защиты внушительную армию наемников. Французские папы желали иметь здание достаточно роскошное, чтобы в нем могли обитать они сами и их блестящий двор, но в то же время хорошо укрепленное, чтобы выстоять против атак многочисленных врагов. В результате появился Папский дворец, один из прекраснейших дворцов-крепостей в мире. Крепкое здание с бастионами, башнями, шпилями, узкими бойницами и неприступного вида воротами. Дворец двухэтажный и занимает 2 отдельных здания с 3 открытыми внутренними пространствами. Старый дворец был построен в основном Бенедиктом XII, а новый возводился при Клименте VI. Когда папы вернулись в Рим, большая часть сокровищ дворца и произведений искусства либо отправилась вместе с ними, либо была со временем утрачена, поскольку дворец использовался то как тюрьма, то как казарма, то как административное здание. И тем не менее, лишь немногих оставляют равнодушными грандиозные залы и покои этого величественного дворца. Если вам удастся улучшить свободную минуту, можно попытаться вообразить себе золото и серебро, которые превращаете сейчас в безликие, лишенные блеска комнаты, в роскошные дворцовые залы. Фестиваль театрального искусства. Авиньонский фестиваль театра впервые провел Жан Вилар в 1947 году. И с тех пор он превратился в важное ежегодное событие в этом фестивальном регионе. С начала июля до начала августа во внутреннем дворе Папского дворца и на множестве других площадок по всему городу устраиваются разнообразные представления музыкальных и драматических спектаклей, которые показывают актеры из многих стран мира. Наверное, всем хорошо известна песня «Sur le pont d'Avignon», да? То есть на Авиньонском мосту. «Sur le pont d'Avignon, l'on y danse, l'on y danse». Наверняка слышали, когда начинали учить французский язык, очень часто эту песенку разучивают. Значит, мост Сен-Денезе, который поется в известной песне «На Авиньонском мосту», расположен ниже Папского дворца
и состоит из всего лишь 4 уцелевших арок и обрывается на середине течения реки Роны. Первоначально в нем было 22 арки, а длина достигала 900 метров. Легенда гласит, что в 1177 году ангел повелел пастуху Бенезе построить мост. Добровольцы составили братство моста, и за 8 лет его сооружение было завершено. Мост перестраивали в 30-е годы XIII века, восстанавливали в XV, а нынешний свой вид он приобрел в XVII веке после разрушительного разлива Роны. Эгюмор. Эгюмор в одиночестве среди продуваемых ветрами солончаковых болот устья Роны стоит необычайно колоритный средневековый город Эгюмор. Стены с башнями из белого камня величественно царят над абсолютной равниной вокруг. Такое зрелище остается в памяти надолго, особенно если вам доведется увидеть город в клубящемся покрове тумана. В 40-е годы XIII века приравнявшийся к святым король Людовик IX не имел собственного порта на Средиземном море и принял решение построить его. Местом для этого он избрал уединенный участок земли поблизости от моря, принадлежавший монахам-псаломщикам. Монахи охотно продали ему землю, и король приказал своим архитекторам спроектировать красивый и хорошо укрепленный форт. Работы начались с постройки башни Констанс. Затем стен города, которые образовали внутри прямоугольник размером приблизительно 300 на 550 метров. Укрепления усилили несколькими оборонительными башнями, размещенными через равномерные промежутки вдоль стен. Понимая, что очень немногие пожелают обречь себя на добровольное изгнание среди пустынных болот на юге Франции, недаром ведь город получил название Эгюморта, то есть мертвые возвышенности. Король предложил будущим горожанам крайне соблазнительные налоговые льготы. В то время Эгюмор был соединен с морем широким каналом, и суда с товарами из средиземноморских стран могли вставать в порт под разгрузку. Начался приток в гавань кораблей с самыми экзотическими грузами и наплыв людей, привлеченных льготными посулами короля. Эгюмор стал процветающим торговым городом. Хотя канал начал затягиваться илом еще в XIV веке, город продолжал оставаться стратегически важным центром, и в 1418 году его захватила армия Бургундии. Впоследствии бургундские солдаты были перебиты, а их трупы брошены в башню, которая с тех пор называется башней бургундцев, чтобы тело не коснулся тлен. До того, как была нанята похоронная команда, их засыпали солью. К началу XVIII века Эгюмор был уже в глубоком кризисе. В городе оставалась лишь небольшая часть от его прежнего населения. Прогуливаясь вдоль морского канала в тени стен, которые оставались теми же, что и столетия назад, нетрудно представить себе, каким он был в прошлом, этот шумный средневековый порт. Тихим летним вечером, когда уходят толпы туристов, а на город наползает струящийся туман с окрестных болот, может даже померещиться, будто слышишь голоса богатых купцов и отважных крестоносцев. Современный Эгюмор встречает посетителей значительно гостеприимнее, нежели в Средневековье, когда он встречал их дождем стрел со стен или требованием уплатить пошлину за вход через ворота. Стены и башни открыты для туристов, а в узких улочках вас ждут превосходные рестораны и магазины. В 1244 году турки разрушили Иерусалим. К тому времени, когда эту новость сообщили королю Людовику IX, он был болен и потому дал обет Богу, что если выживет, он возглавит крестовый поход в Святую Землю, чтобы спасти ее от неверных. Болезнь пощадила Людовика, и в 1248 году он выступил
из Эгюмора, где собрал свое войско. Поход оказался нелегким, но Людовик сумел удерживать власть над Палестиной в течение 4 лет. Однако стоило ему вернуться во Францию, как восточная часть его королевства стала распадаться. Пришлось королю снова собирать в Эгюморе армию и отправляться в крестовый поход, но до Святой Земли он так и не добрался и умер в Тунисе. Самая большая из башен в Эгюморе, мощная Тур-де-Констанс, построена в 1240 году. Она представляет собой круглую сторожевую башню, отделенную от остального города наполненным водой рвом. Это внушительное здание практически лишено окон и позднее использовалось как надежная тюрьма. В XIV веке сюда заточили монахов из рыцарского ордена тамплиеров. В XVIII веке несколько женщин-протестанток, среди которых была и отважная Мари Дюран, провели в темнице 38 лет, прежде чем были освобождены.